Il y a peu de suspense pour connaître le nom du futur président de l'Assemblée nationale, on va en parler quand même, mais il y a un suspense aussi pour savoir qu'est-ce qui va se dire à ce congrès fondateur de Agir, qui est ce mouvement qui est plutôt de droite, mais qui n'est pas complètement les Républicains. On va voir ça avec Laure de la Raudière, qui est députée Agir, précisément, d'Eure-et-Loir. Laure de la Raudière, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, vous regrettez que le président de l'Assemblée nationale ne soit pas une dame? Oh, ça aurait été un beau signe de voir d'élire pour la première fois à l'Assemblée nationale. On parle de Richard Ferrand, qui a été très largement à l'intérieur de son groupe, qui a été très largement élu hier, et qui sera vraisemblablement le futur président de l'Assemblée nationale. C'était un candidat légitime, il n'y a pas vraiment aucun doute là-dessus, mais en fait c'est vrai que c'est un lieu quand même assez machiste, l'Assemblée nationale, et la première fois où on élira une femme présidente de l'Assemblée nationale, ça sera un vrai symbole. Moi j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, en juillet, à l'occasion d'une élection vice-présidente, un groupe qui disait c'est simple, on a le choix là, soit on envoie une femme comme vice-présidente de l'Assemblée nationale, soit on envoie quelqu'un qui sait négocier. Mais c'est inadmissible d'entendre ce genre de... Ça veut dire quoi, qui sait négocier? Eh bien, ça veut dire que, globalement, quelqu'un de compétent. C'est globalement, soit on envoie un symbole, c'est une femme, soit on envoie quelqu'un de compétent et ça serait un homme. Ça peut être les deux à la fois, non? Mais bien sûr, c'est inadmissible en 2018 de dire quelque chose pareil. Vous auriez été de La République En Marche, vous auriez voté Barbara Pompili? C'est une dure question parce que je ne suis pas de La République En Marche. Bonne réponse. Voilà, mais entre les deux profils sont vraiment différents. Barbara Pompili, ils sont tous les deux compétents. Ça va changer quelque chose que ce soit Richard Ferrand à la place de François de Rugy? Je pense un petit peu, parce que je vois Richard Ferrand plus rassembleur, en fait, plus capable de travailler avec l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale que certaines positions que pouvait avoir François de Rugy. Il aura à cœur, en fait, de faire vivre le bureau de l'Assemblée nationale en consultant plus, en associant, et c'est une bonne chose. Mais ce que j'attends de lui, ce que j'attends de lui, c'est qu'il défende l'institution pour pas qu'elle s'affaiblisse encore plus dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Elle est menacée. Elle est menacée parce qu'on nous donne pas plus, en fait, d'outils pour contrôler l'action du gouvernement, parce qu'on va affaiblir nos moyens finalement d'intervention dans les textes de loi pour pouvoir challenger le gouvernement. Et j'attends vraiment que le président de l'Assemblée nationale, qui est de la majorité, puisse dialoguer avec le gouvernement pour mettre le curseur... Vous êtes contre cette réforme des institutions, qui d'ailleurs, dont on ne connaît pas l'ordre du jour. La seule mesure que les Français ont retenue, c'est la baisse du nombre de parlementaires. Vous êtes pour? Je ne suis pas contre cette baisse du nombre de parlementaires, à condition qu'on nous donne plus de moyens à l'Assemblée pour mieux contrôler l'action du gouvernement. Et la deuxième chose que j'attends derrière la baisse du nombre de parlementaires, c'est qu'on règle le problème d'équité territoriale. C'est-à-dire que vous allez affaiblir complètement la représentation des territoires ruraux. Or, aujourd'hui, c'est des territoires sur lesquels les extrêmes font 40% parce que les gens se sentent abandonnés. Il y a une vraie coupure entre le président de la République, la majorité et les territoires ruraux. Oui, il y a une vraie coupure. C'est pas une fiction, c'est pas un mirage, c'est pas ce président-là qui est coupé des territoires. C'est en général. Parce que les gens ne comprennent pas la politique et ont l'impression que la politique ne s'occupe jamais d'eux. Alors cette fracture, vous allez peut-être en parler. Vous avez un congrès fondateur en Seine-et-Marne, ce week-end, dimanche notamment, le congrès fondateur d'Agir. Alors Agir, c'est qui? Ce sont des députés qui viennent des Républicains, qui viennent de l'UDI aussi, et qui ont fondé ce mouvement politique qui est à la charnière. J'insiste, c'est-à-dire un parti politique. Un vrai parti politique. Voilà, c'est bien sûr pour participer au débat d'idées, mais c'est aussi pour investir des candidats à toutes les élections, contrairement à d'autres mouvements qu'on voit. Qui n'est pas hostile à Macron. On est assez pragmatique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Quand il y a des bonnes réformes qui correspondent à nos valeurs de droite, libérale, humaniste, sociale, qui est le cœur de l'ADN d'Agir, en fait, c'est un peu l'UMP moderne. On veut être un parti de droite, de rassemblement. Et vous appartenez encore aux Républicains, vous? Si les réformes portées par Emmanuel Macron dans ce sens-là, on les soutient. Si on est contre, on s'y oppose. Est-ce qu'on peut avoir une double appartenance, les Républicains, Agir?
comme on est un parti de rassemblement, on autorise la double appartenance. Ce qui est non, mon cas, non, moi je suis plus au Républicain. Vous n'êtes plus au Républicain. J'ai pas renouvelé mon adhésion en janvier. Qui va présider ce parti politique? Alors, on va avoir un comité national qui sera l'organe de direction du parti. Et je ne fais pas de grandes révélations en disant que c'est France Riester qui va présider ce comité national. En revanche, le parti veut être plus moderne dans son fonctionnement. Et il y aura des responsabilités, des concertations avec l'ensemble des adhérents. Et on n'a pas un président du parti politique. Vous serez combien à ce rassemblement dimanche? Aujourd'hui, je crois qu'on a pas loin de 700 personnes d'inscrites. D'accord. Et il y a combien d'adhérents à Agir? J'ai pas le chiffre exact. D'accord. Mais on voit, enfin, si vous avez 700 personnes qui viennent de la France entière à un rassemblement comme ça, au bout de quelques mois de création, c'est qu'il y a une vraie attente des Français pour un parti de droite qui se différencie finalement des Républicains. Enfin, les Républicains se sont droitisés, ont un langage qui flirte un peu avec l'extrême droite. Nous voulons des digues étanches avec les extrêmes, clairement. Enfin, c'est des frontières. Et en revanche, on veut défendre au sein d'un parti politique des idées de droite. Vous n'avez pas noté chez Laurent Wauquiez un ton quand même beaucoup moins martial que l'année dernière? Bon, non, pas à sa rentrée politique sur le Mont Menzec. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti. D'accord. Franck Riester va prendre la parole? Bien sûr. Est-ce que vous savez ce qu'il va dire? On va parler de l'Europe, il y aura un débat sur l'Europe. Franck Riester va parler des raisons pour lesquelles nous avons été conduits à cofonder ce parti politique et ce qu'on attend naturellement de l'ensemble des personnes qui se sont déplacées. Alain Juppé va-t-il prendre la parole? Alain Juppé conclut notre congrès. Il ne fait pas partie d'Agir, lui. Il ne fait pas partie d'Agir, en fait, c'est un parrain politique. Et puis, nous avons aussi un autre invité d'honneur, qui est un autre Premier ministre, qui est Jean-Pierre Raffarin, qui débute en fait le congrès. Qu'est-ce que vous attendez de leur soutien à l'un et à l'autre, alors que, sans leur faire outrage, ce sont des hommes du passé? C'est une caution politique. C'est des hommes qui ont été Premiers ministres de la France. C'est des hommes qui ont gouverné la France. Ils savent ce que c'est que mener des réformes en France. Ils savent ce que c'est. Ils ont rencontré des difficultés. Ils ont appris en fait de leur expérience. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec eux? On n'est pas là pour qu'ils président notre parti. En revanche, c'est pour moi des experts en politique qui peuvent et qui nous parrainent et qui disent bah voilà ce que sont en train de faire Franck Riester, Agnès Firmin-Bodo, Olivier Becht, Alain Chrétien ou moi-même, en construisant et en confondant ce parti, ça a du sens et c'est une attente des Français. Alors vous parliez tout à l'heure des européennes. Est-ce que vous allez conduire une liste, pas vous, mais est-ce que Agir va avoir une liste autonome à ce scrutin? Nous n'avons pas répondu en tant qu'Agir à cette question-là. Nous allons d'abord définir quel est notre projet pour l'Europe. Et nous allons en débattre naturellement avec des alliés possibles. Je prends par exemple un allié possible pour faire une liste, ça serait logiquement l'UDI. En revanche, sur l'UDI, nous avons une point de fracture en termes de ligne idéologique pour l'Europe, qui est que l'UDI a toujours porté des valeurs fédéralistes, et nous sommes pour une Europe des nations. Donc ça sera difficile de faire une alliance avec des messages différents. J'ai écouté M. Woerth ce matin des Républicains, il dit « Moi je suis pro-européen, mais pour une Europe des nations ». Ça ne vous étonnera pas que certains collègues députés qui sont restés aux Républicains peuvent être proches de la ligne politique d'Agir. Mais même quelqu'un comme Valérie Pécresse, qui a créé son mouvement libre, dans son expression, dans sa façon de porter ses projets, dans sa façon d'avoir une opposition constructive, elle se rapproche en fait de l'espace politique d'Agir. Mais elle a fait son choix de rester aux Républicains. Vous n'êtes pas inquiet de voir ce morcellement, cette balkanisation de la droite entre Agir, Libre? Je ne suis pas inquiète. On peut ajouter le mouvement de M. Christian Estrosi, les Républicains. Parce que nous avons encore, par rapport à la gauche et au PS, le PS est mort, il a plus de 30 députés, il a plus quasiment personne pour le défendre, même sur les référents. Nous avons des partis de droite, avec des militants, avec des députés, avec des élus locaux. On va voir comment se passe vous avez perdu votre superbe d'antan quand même. Hein, mais parce que l'élection d'Emmanuel Macron a profondément changé le paysage politique, vous le savez. Est-ce que vous pourriez, si d'aventure, il y a encore quelques mois quand même, avant ces élections européennes, vous fondre dans une liste centrale, comme disait Alain Juppé, avec bien des gens de La République En Marche, des gens Encore du une fois, centre. on n'a pas répondu en Sanagir à cette question. À titre personnel, Laure Laraudière, députée Agir d'Eure-et-Loire, je serais favorable à avoir une liste Agir aux européennes. D'accord. Les derniers pas une liste En Marche.
qu'il soit une liste Agir. Voilà, parce que je pense qu'on a des positions qui ne sont pas celles d'En Marche, y compris au niveau européen. Je ne suis pas sûre que nous aurons une expression de solution pour la crise migratoire. Aujourd'hui, l'Europe est en train de se fracasser sur la crise migratoire. C'est dramatique ce qui se passe au niveau européen. Qu'est-ce qu'il faut faire contre cette crise migratoire? Moi, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on a fait et ce qu'a négocié d'ailleurs Angela Merkel avec les Turcs, de mettre des camps d'accueil aux frontières de l'Europe pour pouvoir gérer les demandeurs d'asile et les droits d'asile là, mais il faut le faire aussi en Afrique du Nord. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de migrants. Il y a la difficulté de le faire en Libye quand même, hein, avec la sécurité qui règne. Je vois la difficulté, mais ce n'est pas à l'Europe justement de régler ces difficultés, d'aller dire on négocie parce qu'on a les moyens de négocier au niveau européen avec ces pays-là. Il y a aussi quelque chose, je ne sais pas ce que dit Emmanuel Macron sur ça, mais on ne réglera pas le problème du flux migratoire à terme si on n'augmente pas l'aide au développement en Afrique au niveau européen. C'est pas à chaque pays. C'est pas à chaque pays de régler ce problème-là. Est-ce qu'il faut conditionner cette aide au bon vouloir des gouvernements sur place de reprendre leurs ressortissants qui sont déboutés du droit d'asile? Moi, je trouve que ça serait sain de faire ainsi. Ah, donc vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ce qui complique quand même considérablement la chose parce qu'il faut passer des accords avec ces pays-là. Alors après, on peut le faire en deux temps. Il faut être aussi pragmatique, mais il faut avoir un objectif. Oui. D'accord. D'accord. Donc vous êtes aujourd'hui, essayez de m'éclaircir un peu l'horizon. Dans la négociation, il y a des offres que aussi certains pays ne peuvent pas refuser. Ça dépend aussi de ce que vous mettez sur la table. Vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans la majorité? Je suis dans un groupe d'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Pour autant, Agir ne veut pas se qualifier comme un parti d'opposition. On veut être un parti de proposition. Constructif. Quel regard portez-vous sur les dernières semaines du gouvernement et d'Emmanuel Macron, dont tous les observateurs disent que ça a été complètement loupé, qu'ils ont manqué, comme dirait le ministre de l'Intérieur, d'humilité? Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, moi je pense surtout qu'il y a eu des flous auxquels on n'était pas habitué depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, notamment sur le prélèvement à la source. Moi, je n'ai pas compris pourquoi... Vous êtes pour vous? Non, je ne suis pas pour le prélèvement à la source parce qu'on pouvait faire beaucoup plus simple avec la mensualisation obligatoire et qu'en fait, on a créé une usine à gaz avec le prélèvement à la source qui mettent à nu les Français vis-à-vis des entreprises sur leur taux d'imposition. Je trouve ça très gênant. Le prélèvement à la source existe dans beaucoup d'autres pays, mais pas avec le même système d'imposition. Il faut être clair qu'on a mis un système qui existait dans d'autres pays sur un système d'imposition qui est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi, plutôt que de s'occuper du prélèvement, il n'aurait pas mieux fallu baisser les impôts? Ça, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas baisser les impôts sans baisser les dépenses publiques. Oui. Et bien évidemment. Et je vais vous dire que je reste toujours de droite, parce qu'aujourd'hui, je trouve que le gouvernement est très chiche sur ces baisses de dépenses publiques. C'est ce qui nous empêche de sauter le pas, alors? C'est une des raisons. D'accord. C'est vraiment une des raisons, parce qu'aujourd'hui, dans la loi Pacte, il y a beaucoup de petites et bonnes mesures qui sont des petites et bonnes mesures de droite. Il n'y a pas de grandes réformes. Mais il y a globalement des mesures auxquelles je suis en accord, en fait, et je vais voter cette loi. Mais il n'y a rien sur la baisse des dépenses publiques. Et ça vous inquiète? Oui, bien sûr. On continue avec... Et ça m'inquiète pour relancer l'économie, bien sûr, en France. On a besoin, pour relancer l'économie, de faire baisser les impôts des Français, baisser les impôts des entreprises. On continue avec Laure de la Raudière, député Agir d'Eure-et-Loir, et Valentin Pilate qui nous rejoint dans le studio pour poser vos questions. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Laure de la Raudière. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Beaucoup de questions, de commentaires qui tombent sur Facebook actuellement et sur le Figaro.fr, notamment celle de Jean-Luc. Agir est encore un parti qui va dans le sens du vent, non pas des convictions. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben non, j'en ai vraiment. C'est pour ça que j'ai quitté les Républicains et je suis en ligne avec moi-même depuis le début. Quand je suis rentrée aux Républicains, je suis rentrée dans un parti de droite rassembleur. Et très étanche face aux extrêmes. Entre les premier tour de l'élection présidentielle et le deuxième tour de l'élection présidentielle, mon parti politique n'a pas su clairement choisir en disant que même si Emmanuel Macron, ce n'était pas notre candidat de départ et notre candidat d'adhésion, c'était quand même mieux que Marine Le Pen. Notre parti politique, à 70% du bureau politique, n'a pas été capable de trancher ça. Ça a été une ligne de fracture pour moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, on met à mal en fait, la frontière qui existe. Mais j'en veux en fait à la ligne Wauquiez. Parce que derrière, c'était la ligne Wauquiez qui s'imposait. Souvenez-vous,
François Fillon avait appelé, dès le soir du premier tour, à voter pour Emmanuel Macron. Une réaction d'Antimac. Pensez-vous avoir assez de soutien dans l'opinion publique, chez les Français, pour présenter une liste aux européennes? Aujourd'hui, on n'est pas connus. On était paradoxalement plus connus quand on s'appelait les constructifs. Alors les constructifs, c'était le nom qu'on s'était donné au groupe parlementaire pour réunir Agir et l'UDI. Et ce nom, les constructifs, avait été un marqueur très rapidement dans l'opinion publique. Gardé, pour des questions de dépôt de marque et tout ça dont je rentrerai là-dedans. Oui, mais exactement. Mais en fait, Agir, c'est la marque les constructifs, si vous voulez. Et quand on aura imprégné ça dans la tête des Français, je pense que le positionnement d'Agir... Mais regardez, dans le dernier sondage de l'élection pour l'élection européenne, Agir est presque 2 fois plus élevé que l'UDI en intention de vote. C'est pas encore énorme, c'est un tout petit peu moins de 5, mais l'UDI est à 2,5. Donc en quelques mois, on a fait mieux qu'un parti qui existe depuis plus de 10 ans. Vous aurez suffisamment d'argent pour vous présenter aux européennes? On lèvera l'argent. De toute façon, là, on démarre la campagne. D'accord. Jacques soulève un point intéressant sur le Figaro.fr, sur le chat qui est actuellement là pour celles et ceux qui nous regardent. Selon lui, la droite ne pourra plus gagner d'élections si elle ne s'allie pas avec le Rassemblement national. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis complètement, mais vraiment opposée à ça. C'est une des raisons de départ. Opposée à ça. Est-ce que ça pourrait être l'une des raisons d'échec pour les prochaines élections de la droite? Non, parce que même... En fait, vous diluez, si vous, comme Laurent Wauquiez commence à faire des alliances avec Marion Maréchal Le Pen, parce qu'il discute régulièrement avec elle, il va diluer son poids dans les gens qui votent extrême. Alors que si vous avez une droite forte de ses convictions, vraiment solide, qui explique en quoi son projet est différent de l'extrême, qui explique en quoi son projet est différent du centre-gauche et qui soit incarné par une personnalité forte, elle a toutes les matières pour gagner une élection. C'est un peu comme ça qu'Emmanuel Macron aussi a gagné une élection. Hein. C'est avec un projet clair et avec une personnalité qui a séduit les Français. Qu'est-ce qui vous permet de dire que Laurent Wauquiez et Marion Maréchal Le Pen parlent souvent ensemble? C'est la presse qui le dit. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez dit, Yves Tréhard, mais c'est vos collègues certainement qui le disent dans certains journaux. Et moi, je lis les journaux. D'accord. René sur le Figaro.fr aurait aimé que vous regagniez le rassemblement du centre et de la droite républicaine pour préparer l'alternance au pouvoir calamiteux actuel qui conduit notre pays droit dans le mur. C'est son commentaire, je le cite. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que du moins vous pourriez rejoindre la droite républicaine tôt ou tard? Aujourd'hui, d'abord, je ne fais pas la même... La droite républicaine, donc en l'occurrence les républicains, oui. Je suis élue députée, je suis en politique, et ce n'est pas pour jouer, je dirais, l'échec de la France. Je trouve que votre auditeur joue l'échec de la France à l'avance. Ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron est élu. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un et son gouvernement et Édouard Philippe, qui est quand même de droite, sur 1 an? Est-ce qu'on peut juger l'effet de la loi Pacte avant qu'elle soit votée? Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai envie que la France réussisse. Pour les Français, vous êtes optimiste? Pas pour Emmanuel Macron, pas pour le gouvernement et les gens de gauche qui sont en place, pas pour Édouard Philippe qui est de droite. J'ai juste envie qu'enfin la France réussisse, parce qu'on a des talents en France et qu'on a besoin, en fait... Vous êtes optimiste? J'ai encore envie d'y croire, oui. Vous avez encore envie d'y croire. J'ai pas tout à fait la même énergie, le même niveau de positif que l'année dernière, mais j'ai encore envie d'y croire. D'accord. Dernière question. Allez, dernière question. Sur l'environnement et pour limiter la consommation de plastique, par exemple, pensez-vous que l'État doit interdire la vente de certains produits pour un vrai changement? Les pailles, les gobelets, etc. C'est une question de Julien sur Twitter. Est-ce qu'il faut être plus radical? Moi, j'ai vu quand on avait interdit les sacs plastiques, ça a marché. Et quand on a taxé les sacs plastiques de supermarché, tout d'un coup, on a trouvé la solution qui nous convient tous. C'est-à-dire le grand sac pour faire les courses, qui est solide, on s'en sert sur plein de choses, et vous le voyez partout. Donc, oui, je suis assez favorable à ce qu'on puisse supprimer de façon radicale des objets en plastique, si on a une solution de remplacement qui convient aux consommateurs. Si on n'en a pas, c'est pas évident. Vous n'êtes pas pour le radicalisme, en l'occurrence? Si, parce que je pense qu'il y a des innovations aujourd'hui qui existent dans tous les domaines et que si on dit dans suffisamment de temps, voilà, il n'y aura plus, je ne sais pas, des gobelets en plastique, des assiettes en plastique, des pailles en plastique, on va trouver des solutions de remplacement à un coût tout à fait abordable pour tout le monde. C'était Laure de la Rodière qui était dans les studios du Figaro ce matin. Merci beaucoup à Madame la députée Agir d'Eure-et-Loir et Agir qui tient son congrès ce week-end. Merci Valentin Pilate de vous être fait le traducteur, l'interprète des questions de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.